Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler d'art, on parlera également de souffrance mentale. Comment l'art, la peinture, les tableaux peuvent aider à apaiser ou à réduire, voire guérir une souffrance mentale. Françoise Merle a répondu à cette question dans un fascicule. Elle a mis des couleurs sur ses souffrances, puis dans sa vie. C'est Gadian Brainonnet. Bonsoir Françoise Merle. Bonsoir, j'espère Ramadou. Ramoudou. Ramoudou, pardon, excusez-moi. Comme quoi déjà. Oui. Ça commence mal. La question c'est, quand on parle de art et de souffrance, comment est-ce qu'on définit l'un par rapport à l'autre? L'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que pour la souffrance mentale, elle est là, elle est psychologique. Et dans l'art aussi est quelque part un peu psychologique, puisque c'est un ressenti de la souffrance. Effectivement, j'allais dire, c'est pas l'aboutissement, mais un prolongement. La question, c'est comment vous est venue l'idée de vous dire, vous pouvez mettre en peinture ce que vous ressentez? Ça a été très, très long parce que j'ai commencé à peindre à l'âge de 20 ans et je n'ai pu prendre des cours de peinture qu'en 2004. Et je dois dire que je voulais absolument peindre pour montrer ma bipolarité. Et effectivement, dans mes toiles, j'ai deux façons de peindre. Une qui... Alors, on va juste repartir sur quelque chose. Dans votre fascicule, vous commencez ainsi. Je suis né un jeudi à Tananarive, capitale de Madagascar, le 9 mars 1961. Un jour de naissance, le jeudi, qui ne présage presque aucune issue de survie. Autrefois, dans les provinces du sud de l'île, les enfants nés ce jour étaient dangereux pour la vie. Leurs parents étaient donc, dans la plupart des cas, tués à leur naissance dans un parc à bœufs, au bon soin des sabots des bovins qui les piétinaient le plus souvent. S'ils survivaient, les parents avaient le droit de les faire grandir. À ma naissance, ma mère eut un mal d'enfant, c'est-à-dire qu'elle a eu de fortes contractions durant 4 jours. Je suis né alors avec des ongles bleus, après que ma grand-mère maternelle ait prié durant tout ce temps autour de l'hôpital de ma mère. La souffrance, elle commence dès la naissance? Elle commence dès la naissance, parce que le jeudi à Madagascar, quand un enfant naît un jeudi à Madagascar, c'est un jour maudit. À savoir que déjà, dans le temps longtemps, les enfants qui étaient nés le jeudi étaient mis dans un parc à bœufs et au bon soin donc des sabots des bovins. Donc c'était donc le sort qui décidait si l'enfant devait vivre ou pas. C'est le sort qui décidait si l'enfant devait vivre ou pas, parce qu'il était dangereux pour les parents. À savoir, quand je dis dangereux pour les parents, ça peut vouloir dire tout simplement que quelque part, les parents étaient amenés à mourir plus jeunes. D'accord. C'est pour ça qu'on disait que c'était dangereux pour les parents. Est-ce dire que vous êtes né sous un mauvais signe? Je ne dis pas ça parce que, ou je peux dire ça effectivement, parce que j'ai quand même vécu plus de 21 ans dans un trou noir, à savoir, je me relevais, je retombais dans la maladie, je me relevais, je retombais dans la maladie, ça n'arrêtait pas et ça a duré 21 ans. Mais dire que je suis née sous un mauvais jour, peut-être oui, peut-être non, parce qu'après j'ai connu le soleil. D'accord. Alors, je vais continuer un passage de 1975 à 1980. Je vivais de haine et était très nerveuse. Après avoir été fiancée à un homme qui ne me respectait pas, j'ai occupé mon premier emploi à Paris après un stage à la Chambre de commerce de Chartres. Je n'étais pas bien et je pleurais souvent en pensant à ma mère. Oui, alors de 75 à 80, effectivement, j'étais nerveuse. J'étais en pleine adolescence, je venais de perdre ma mère et j'étais une révoltée. D'accord. Et donc... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai perdu ma mère, j'avais 14 ans. D'accord. Donc de 14 à 19 ans. Vous étiez en métropole à ce moment-là, je crois. Non. Toujours à Madagascar? J'étais à Madagascar. D'accord. Je suis arrivée en métropole en 79. Vous aviez quel âge? J'avais
18 ans. D'accord. Me voilà le 6 mars 1986. Mon père décéda d'un cancer généralisé. Il avait 60 ans. On l'enterra le jour de mon anniversaire. Je ne pus non plus faire mon deuil. Pas de deuil pour la mère, pas de deuil pour le père. Pas de deuil pour la mère, pas de deuil pour le père. La mère, il a fallu que je fasse une psychanalyse pour pouvoir l'enterrer. Et mon père, il est mort au mois de mars et début janvier de l'année d'après, j'étais en psychiatrie. Donc ça prouve bien que quelque part, j'avais pas fait le deuil. Donc finalement, c'était cette étape-là qui va déclencher je dirais, cette bipolarité, ce qu'on appelle. Je pense qu'effectivement, le fait que j'ai pas enterré mon père a créé un choc en moi et quelque part, ça a créé cette bipolarité, mais qui a été où on a mis le point dessus, ça a été au moment du viol. Pardon? Au moment du viol. Quel viol? J'ai subi un viol collectif en fin 86 et donc c'est ce qui m'a emmené en psychiatrie pour la première fois. D'accord. Et vous aviez quel âge? J'avais 25 ans, 26 ans, 25-26 ans. D'accord. Comment l'horreur fut que je subis alors un viol collectif, puis me retrouvai dans les rues de Paris, sans aucun repère. Je fis part à mon médecin traitant et lui dis alors que je n'arrivais plus à dormir et que j'avais besoin d'une cure de sommeil. Il m'informa alors qu'une ambulance viendrait me chercher chez moi pour la première fois de ma vie. Début janvier 1987, j'intégrais l'hôpital psychiatrique de Villejuif. La question, c'est d'abord le choix que vous avez fait, vous, d'y aller, ou c'est le médecin traitant qui a décidé de vous y envoyer? Non. Je dormais mal et je me suis dit, tiens, t'as besoin d'une cure de sommeil, il faut que tu ailles voir un médecin. Et ce médecin, je suis allée le voir parce que je n'en pouvais plus. Ça me travaillait tellement, cette histoire de viol. Je pense que j'étais en sous-état maniaque. Et je suis allée le voir et quand il m'a vu, il m'a dit, bah écoutez, je suis allée lui demander une cure de sommeil. Et quand je suis allée le voir, il m'a dit, écoutez, je vous envoie une ambulance. Et donc j'ai attendu mon ambulance. Les ambulanciers sont arrivés, on m'a emmené à l'hôpital de Villejuif. Vous étiez resté combien de temps? Je suis restée 3 mois parce que personne ne savait que j'étais à l'hôpital. Et donc, tant que mon frère ne s'était pas rendu compte que j'étais hospitalisée et qu'il est venu me voir et me faire sortir de là, je n'étais pas au courant. Je sortais pas. 3 mois dans un hôpital psychiatrique, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui reste comme souvenir, si on peut dire? C'est très dur. Parce que en arrivant, d'abord, on vous fait une piqûre où pendant 24 heures, vous êtes dans le coma total. Et puis après, c'est cette ambiance d'âme errante, ces gens qui errent dans cet hôpital, dans ce dortoir. Tout le monde, il y a personne qui soit bien dedans, tout le monde est plus ou moins atteint. Et quand on voit les médecins, quand on voit le médecin psychiatre entouré de ces médecins, qu'on leur dit que bon, vous n'avez pas le lieu d'être là, que bon, vous avez subi un viol, c'est pour ça que vous êtes là. Ils ne vous écoutent pas, ils vous donnent, ils augmentent la dose de médicaments et voilà. C'est triste. Vous êtes sorti, mais vous revenez après? Vous revenez de cet hôpital? C'est-à-dire qu'un an après, je refais une autre crise maniaque. Alors, il faut savoir que mes crises maniaques sont un peu à tendance mystique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, la crise maniaque qui suit après, je me rendais sur Limoges, où je devais rejoindre mon frère, et mon frère était absent chez lui, donc je n'ai pas pu y aller. Et donc, je reprends le train et je m'arrête à Châteauroux parce que j'avais pas eu le temps de m'acheter un billet. Je m'arrête à Châteauroux. Et là, à Châteauroux, il y a une fontaine. Et dans ma petite tête, je me dis, je vais laver les pieds des gens comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples à Pâques. Voilà. Et donc, dans ma petite tête, je vais laver les pieds des gens et
Voilà, donc c'est tout un enchaînement qui se passe. Je passe de la réalité à la folie totale, et j'essaye d'arrêter les gens pour leur laver les pieds, et c'est là que les policiers viennent me chercher pour m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Est-ce que le psychiatre vous a expliqué la symbolique de cette volonté de vouloir laver le pied de l'autre? Non. J'ai jamais eu de... J'allais continuer là-dessus. Je veux dire, combien de temps vous êtes resté pour ce second séjour? Un mois pour ce second séjour. Qu'est-ce qu'il fallait soigner finalement pendant ce laps de temps que vous allez passer en hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que vous avez besoin de soigner? Est-ce que vous avez besoin de dormir? Est-ce que vous avez besoin de retrouver une façon de penser plus rationnelle? Oui, tout à fait. J'avais besoin de retrouver une façon de penser plus rationnelle, parce que j'étais vraiment dans un état second, un état qui est dur pour vous, mais qui est dur aussi pour les autres. Hein. Parce que vous n'êtes plus dans la réalité, vous n'avez plus pied dans la réalité, vous avez construit votre monde à part. Hein. Justement, ce monde à part, est-ce que ça sert à se protéger, surtout après le viol? C'est-à-dire, c'est un système de défense qu'on prend, parce que cette bulle-là, on l'a créée pour pouvoir être à l'abri, pour pouvoir se sentir bien, pour ne pas vivre ses névroses, ses angoisses. Est-ce que cette bulle-là que vous avez créée, vous, c'était plus pour vous sentir bien ou plutôt pour vous protéger? Dans un premier temps, on se dit qu'on est bien. Mais quelque part, on est surexcité, et ça nous mène à la folie. Hein. Et cette bulle, est-ce que je me la suis construite parce que je voulais me protéger de quelque chose? Je ne pense pas. C'est le cerveau qui fonctionne à une allure vive et qui fait que on est complètement dérouté. Vous avez donc... est-ce que vous avez peut-être mis à la peinture tout de suite ou il fallait combien de temps pour vous dire, voilà, je vais commencer à peindre, à mettre sur une toile ce que je ressens? Ben écoutez, j'ai commencé à peindre à l'âge de 20 ans, donc. Mais je peignais sans technique, et je peignais une fois de temps en temps pour me faire plaisir. Hein. Et puis en 2004, hein, j'ai pu prendre des cours de peinture. Hein, et je me suis lancée, donc j'ai appris quelques techniques. Hein, mais je dois dire qu'à l'heure actuelle, j'ai deux façons de peindre. La façon où je suis en transe et où je peins sans faire attention à la technique. Et la façon donc de peindre avec la technique, mais toujours est-il que mes toiles restent signées. On voit que c'est moi, c'est brut de décoffrage. D'accord. Alors je vais juste quand montrer. Je dis c'est but de décoffrage. Voilà le fascicule, et voilà, ça c'est votre tableau, je suppose qu'il y a oui, là-dessus. c'est un tableau. Oui. C'est un tableau. Alors rapidement, je vais essayer de vous montrer, par exemple là, si vous avez une seringue et vous avez un cœur, donc en tableau. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ça, je pense que ça a un lien avec le fameux tableau de Werner, je crois, c'est le cri. Si non, c'est Munch, mais c'est pas le cri. C'est Munch, ouais. Là, c'est le roulement des pensées qui sont comme des vers. Parce que si vous voulez, quand on est malade, c'est comme des vers. Les pensées fusionnent. On a l'impression de plus rien contrôler. D'accord. Je rappelle que c'est Munch qui a fait le tableau Le Cri, et c'est pas Werner, comme je viens de me gourer. Donc, pareil, c'est crier un petit peu crier dans le désert quand on regarde ces deux visages. Oui, c'est surtout celui qui crie, c'est-à-dire on vous entend pas. On m'entend pas. On ne vous entend pas. On vous entend pas. On a beau crier, on vous entend pas. Ce qui intéresse, c'est soigner. Et soigner, j'allais dire, à coup de dose. Alors, je montre ces tableaux-là, c'est juste pour dire que si vous regardez là le visage, c'est un petit peu, c'est ne plus savoir qui on est. Je suppose, c'est être un peu perdu, être un peu tout et beaucoup de choses à la fois. Et encore une fois, quand vous êtes dans cet état-là, quand vous essayez de retrouver qui vous êtes, quel est le cheminement pour revenir à vous-même? Quel est le cheminement pour revenir à moi-même quand je suis dans cet état-là?
en général, il me faut des médicaments parce que sinon je ne reviens pas à mon état normal. Alors, là, médicaments, alors, on va juste regarder ça. Donc, vous voyez donc un tableau avec les médicaments. L'autre, c'est des croix. C'est des croix ou c'est des plus des C'est symboles? des croix, c'est le cimetière, c'est le cri hystérique que l'on pousse quand on est dans un hôpital psychiatrique pour la première fois. Et c'est le questionnement qui se passe en nous. Et ma question va aller sur ce point précis. Comment se fait dans votre tête la relation avec les souvenirs de votre mère, de votre père? Est-ce que, surtout aujourd'hui, vous avez réussi à dire ils sont partis, j'ai fait mon deuil, aujourd'hui je dois continuer tout seul? Ou est-ce que quelque part où il y a encore des questions auxquelles vous essayez d'avoir des réponses? Non, maintenant, je dois dire que je suis suivie par un psychiatre depuis l'âge de 20 ans. À l'heure actuelle aussi, je suis encore suivie. Et donc, quelque part, j'ai fait le travail où je les ai enterrés, je sais qu'ils ne sont plus là et que je dois continuer un petit bonhomme de chemin toute seule, quoi. D'accord. J'allais dire, vous êtes marié, vous avez eu... Je suis mariée, je n'ai pas d'enfant, malheureusement, mais heureusement, c'est ce qui me comble à l'heure actuelle. Vous avez rédigé en combien de temps ce fascicule? Ce fascicule, elle a été rédigée d'un G parce que j'en avais besoin. Bon, maintenant, l'étoile, ça m'a pris du temps. D'accord. Enfin, quand je parle du récit de vie, par exemple, le récit de vie a été fait d'un G. Mais après, il y a eu des corrections et tout ça. Pour les tableaux ont été avant le récit de vie. Comment, j'allais dire, est-ce que ce fascicule, est-ce que le fait que vous ayez mis sur papier votre vie et la souffrance qui l'a accompagnée, est-ce que ça vous a aidé? Je pense que oui, mais quelque part aussi, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis quand même suivie depuis l'âge de 20 ans par un psychiatre. Quelque part, c'est un souvenir lourd, d'accord, mais qui a été digéré. D'accord. Aujourd'hui, ces souvenirs-là, c'est toute votre vie, votre passé, vous arrivez à la gérer, à maîtriser les souffrances, oui. À maîtriser les souvenirs. Oui, j'arrive à tout maîtriser maintenant. Enfin, à tout maîtriser. Peut-être pas tout, bon. Mais l'essentiel. L'essentiel. D'accord. Qu'est-ce que, à travers ce fascicule, qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message à ceux qui ont des souffrances mentales? Écoutez, c'est vrai que c'est très dur d'être malade mental, enfin, entre guillemets, mais on peut s'en sortir, hein. Peut-être pas complètement, parce que moi-même, je suis obligée de prendre encore un traitement et d'être suivie par un psychiatre. Mais enfin, on arrive à une certaine sérénité dans la vie que on peut y arriver. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de médecins? Est-ce qu'on a besoin de traitements? Moi, j'en ai eu besoin. Peut-être les autres, non. Je sais pas. Alors, pour ceux qui ont vu votre fascicule, pour ceux qui voudraient la voir, l'acheter, comment faire? Il faut se rendre à la librairie Gérard, hein, oui. Donc à Saint-Denis, ou alors à la librairie Jacques Coeur qui est au Camélia à Saint-Denis. D'accord. Ils pourront donc se l'approprier. Oui. Pour vous, quelle a été cette démarche? Parce que c'est vous qui m'avez appelé, c'est vous qui m'avez dit, vous voulez venir à la télé, vous voulez venir dire, voilà, vous avez fait un fascicule et l'expliquer. Quel était l'objet de votre démarche de venir à la télé? C'est très simple. L'objet de ma démarche, c'est que je ne suis pas connue. D'accord. Et c'est important pour vous que les gens vous connaissent? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être pas. Je sais pas trop. Je sais simplement que bon, ce livret donc est en librairie depuis fin mars et que le fait de ne pas en avoir parlé autour de moi a fait que ça n'a pas eu d'impact. C'est ma dernière question. Vous avez besoin aujourd'hui de dire que les gens reconnaissent votre souffrance finalement?
qu'ils reconnaissent ma souffrance, c'est peut-être pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'ils sachent que quelque part des gens ont souffert, hein, D'accord. et que quelque part aussi on est arrivé plus ou moins à s'en sortir. Hein. Que la vie malheureusement, elle ne nous réserve pas toujours du bonheur, mais que après un trou noir, on peut trouver le soleil. Et c'est justement ce qu'il y a sur la première page donc de mon fascicule, le le soleil qui prouve que bon, il y a une issue possible. Au bout, Il y a une issue au bout. il y a une lumière. Il y a une lumière. Et ça, c'est quelque chose qui doivent les porter, qui doivent être aussi leur aboutissement. Tout sur à leur fait, parcours. tout à fait sur leur parcours, oui. D'accord. Et ça, vous vouliez le dire en tout cas. Ça, je veux le dire. Hein. Ça, je veux leur exprimer le fait que bon, on souffre, d'accord, mais après la souffrance, il y a toujours un soleil. En tout cas, merci pour cet échange. Merci de nous avoir apporté, en tout cas, cette démarche, de montrer comment vous vous êtes battu, comment vous y croyez surtout, parce qu'apparemment, il y a la seule chose qui a tenu, c'est que vous y aviez cru depuis le départ et jusqu'au bout. Vous y croyez toujours que la lumière sera au bout. Merci, Françoise Merle. Mais je vous remercie, j'espère Amoudou. Merci de nous avoir apporté en tout cas ce témoignage. J'espère que chacun aura pu se définir par rapport à cette expérience. C'est vrai que les souffrances mentales aujourd'hui sont beaucoup plus multiples, sont beaucoup plus présentes, et on parle de risques psychosociaux aujourd'hui au travail, on parle de burn-out, on parle de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent le courage de se l'avouer. On n'a pas le courage d'aller voir un psychothérapeute parce qu'on croit toujours que avoir une souffrance mentale, c'est être fou ou folle, ce qui est une erreur. C'est vrai que les psychothérapeutes sont là pour nous accompagner aussi lorsqu'on en a besoin. En tout cas, merci Françoise Merle de nous avoir montré ce courage et j'espère que ceux qui en ont besoin pourront s'en inspirer. Merci à vous. On va juste nous faire une transition, la semaine file vite. Demain est un autre jour férié, tant mieux pour ceux qui ont vraiment besoin de se reposer, et tant mieux pour ceux qui savent profiter de ces petits moments de la vie. Peut-être que votre commune vous propose de vivre encore plus ces petits moments, c'est Kosaïdi dans notre commune. Sainte-Marie, la ville organise une brocante le 13 mai de 7h à 13h30 sur la place du marché forain. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 13 mai de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier petit déjeuner le 15 mai de 8h à midi au Casse-Verger. Info 0262 721 011. Saint-Louis, l'espace initiative et ses partenaires vous proposent de découvrir le dispositif VAE à l'occasion d'un forum le mardi 15 mai de 8h30 à 11h30 au gymnase du lycée Jean Joly à la Rivière. Saint-Denis, pour sa 14e édition, tous les musées ouvriront ses portes gratuitement pour la nuit européenne des musées 2018 le 19 mai. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 25 mai de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine-Série de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Case des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine-Série de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur.
Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemède. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin à l'Étang Salé derrière Aquatis. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.